Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle boitait, mais portait le plus grand secret de sa vie, le PDG ne s'attendait pas à ça. Ethan Carrington était un homme dont la réputation n'était plus à faire. PDG de Carrington Global Holdings, il avait bâti un empire colossal dans la finance, la tech et l'investissement durable. À 42 ans, il faisait la une des magazines économiques, fréquentait les plus puissants et dictait les tendances des marchés boursiers par un simple mouvement de sourcils. Les médias l'appelaient le « stratège de Manhattan », un homme qui avait la tête froide, les nerfs d'acier et le cœur inaccessible. Son agenda était millimétré, sa vie contrôlée. Depuis l'âge de 25 ans, il n'avait jamais pris plus de 3 jours de vacances consécutifs. Tout dans son univers était perfection, performance et précision. Il vivait au sommet d'une tour de verre dans le quartier de Tribeca, entouré de tableaux modernes, d'assistants silencieux, et d'un vide émotionnel soigneusement ignoré. Il avait des amantes, bien sûr. Des femmes superbes, cultivées, parfois influentes. Mais aucune n'avait réellement franchi la barrière invisible qu'il plaçait entre son monde intérieur et le reste du globe. Lorsqu'on l'interrogeait sur la paternité, il répondait toujours avec son demi-sourire ironique. « Je n'ai pas le temps pour élever un enfant, mais peut-être un jour, si le marché ralentit. » Personne ne devinait que derrière ce trait d'humour se cachait une faille, une absence, quelque chose d'incomplet. Ce que ni lui ni personne ne savait encore, c'est qu'un enfant avait déjà vu le jour, bien loin de ces gratte-ciel de verre. C'est lors d'un gala de bienfaisance discret, organisé dans une maison d'art new-yorkaise pour soutenir les victimes d'accidents et personnes en rééducation physique, que tout bascula. Le lieu était sobre mais raffiné. Des œuvres suspendues au mur blanc, des notes de jazz flottant dans l'air, un service de champagne impeccable. Les invités étaient les mêmes que toujours, PDG, avocats renommés, influenceuses, politiciens, tous lisses, brillants, mais interchangeables. Puis, dans un coin de la salle, son regard fut attiré par une silhouette inattendue. Une femme seule, debout près d'une sculpture de verre au reflet bleuté. Elle portait une robe noire sans fioriture, parfaitement coupée, mais sans ostentation. À sa main droite, une canne de bois foncé, finement travaillée, lui servait d'appui. Sa démarche était marquée par une légère claudication, le souvenir d'un accident passé. Ce détail, loin de la diminuer, semblait au contraire renforcer son élégance. Car elle marchait avec fierté. Une noblesse muette. Une force qui ne cherchait pas à impressionner, mais à exister pleinement. Grace Holloway, 38 ans, conseillère indépendante en droit social, n'était pas venue chercher des regards. Et pourtant, elle fut la seule que le regard d'Ethan ne put quitter. La première fois qu'il lui parla, ce fut presque accidentel. Il s'était approché de la sculpture, curieux, et l'avait trouvée là. Elle le salua poliment, sans émotion particulière. Il lui tendit une coupe de champagne. « Vous appréciez l'œuvre » demanda-t-il. Elle jeta un regard en biais à la sculpture, puis répondit, sans chercher à plaire. « J'admire l'intention. Mais l'exécution est paresseuse. » Comme si l'artiste comptait sur le verre pour impressionner plutôt que sur l'idée. Il resta surpris. Peu osaient parler ainsi en sa présence, encore moins les femmes qui le reconnaissaient. Mais elle, manifestement, ignorait, ou faisait mine d'ignorer, qui il était. Il sourit, amusé. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Elle le regarda droit dans les yeux, tranquille, sans séduction forcée. « Je sais. » Et ce fut le début d'un vertige. Ethan, ce soir-là, n'eut d'attention pour personne d'autre. Il resta près d'elle, prolongea la conversation. Elle parlait peu, mais juste. Elle était cultivée, mais ne s'étalait pas. Il apprit qu'elle travaillait comme consultante pour une fondation de réinsertion et qu'elle avait autrefois étudié le droit. Il tenta de la déstabiliser, comme il le faisait souvent dans les débats, elle ne plia pas. Elle n'était ni fascinée par son pouvoir, ni curieuse de ses possessions. Elle lui parla de lecture, de villes étrangères, de silence, de blessures qui forgent. Et lui, habitué à impressionner en une minute, se sentit enfin, vu. Il repartit du gala sans carte de visite, sans promesse, mais avec une obsession nouvelle gravée dans l'esprit,
retrouver cette femme à la canne de bois. Cette femme différente. Cette femme qui semblait marcher, non pour séduire, mais pour survivre et qui le faisait avec une dignité éclatante. Il ne le savait pas encore, mais ce soir-là, il venait de croiser la mère de son enfant. Contre toute attente, ce fut Ethan qui fit le premier pas après leur rencontre. Loin des projecteurs et des soirées tapac sans grave-l'œil, il envoya un message simple, presque maladroit. « J'aimerais vous revoir. » Grace hésita, surprise par cette invitation venue d'un homme qui semblait régner sur un autre monde, celui des décisions en col blanc, des multinationales et des fortunes colossales. Mais quelque chose dans sa voix, dans son regard lors du gala, l'avait touché. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant italien de Brooklyn, discret, loin des suites luxueuses et des critiques de la presse. Leurs premiers échanges furent timides, emplis d'une curiosité sincère. Ethan, habitué aux conversations vides et aux compliments calculés, découvrit chez Grace une franchise brute et une intelligence vive. Puis vint le second rendez-vous, un dîner chez lui, dans son appartement minimaliste où l'art moderne côtoyait une bibliothèque garnie de volumes éclectiques. Il lui parla de ses projets, mais aussi de ses doutes, pour la première fois. Parfois, je me demande ce que je serais sans tout ça. Sans les chiffres, sans les titres. Grace sourit. Elle ne chercha pas à le convaincre. Elle était là, simplement. Quelques semaines plus tard, Ethan proposa un week-end discret en Californie, dans une maison isolée entre vignes et collines. Ce fut un moment hors du temps, où la simplicité remplaça l'ostentation. En l'espace de 3 mois, ce qui avait commencé comme une curiosité s'était transformé en une affection profonde. Leur relation, douce et authentique, détonnait dans le monde superficiel d'Ethan. Avec elle, il n'avait plus à jouer un rôle. Il pouvait juste être lui, sans masque. Mais Grace portait en elle un fardeau silencieux, une blessure qu'elle n'était pas prête à dévoiler. À 38 ans, elle avait traversé des tempêtes que peu pouvaient imaginer. À 20 ans, alors qu'elle étudiait le droit, elle avait eu une brève liaison avec un étudiant prometteur de Stanford. Une histoire d'amour secrète, fragile, pleine de rêves inachevés. Puis la découverte de sa grossesse. Une période de solitude absolue. Rejetée par la famille du père, acculée par les circonstances, elle avait dû prendre la décision la plus déchirante de sa vie, confier son enfant à l'adoption. Ce choix l'avait hantée chaque jour depuis. Elle n'avait jamais parlé de ce secret à personne, et surtout pas à Ethan. Lui, de son côté, ignorait encore qu'il avait été ce jeune homme de Stanford. Puis vint le jour où Ethan, pris d'une impulsion rare, la demanda en mariage. C'était lors d'un voyage dans la région de Napa Valley. Le soleil déclinait, enveloppant les vignobles d'une lumière dorée. Assis sur une terrasse, verre de vin à la main, il la regarda intensément et dit : « Je veux une femme à mes côtés qui ne me regarde pas pour mon argent, mais qui m'oblige à être meilleure. Je veux toi. » Le silence s'installa. Grace sentit le poids du secret peser lourd sur ses épaules. Accepter ce mariage signifiait vivre avec un mensonge qui pourrait tout détruire. Elle hésita. Son cœur battait entre peur et espoir. Finalement, elle accepta. Parce qu'elle l'aimait, parce qu'elle croyait en leur avenir. Parce qu'elle voulait tenter, contre toute attente, de faire taire les fantômes du passé. Le mariage fut sobre, presque clandestin, loin de la lumière crue des projecteurs et de l'éclat éblouissant des tapis rouges. Pas de flash de paparazzi, pas de cérémonie grandiose dans une cathédrale ou un hôtel 5 étoiles. Juste une soirée intime, douce et discrète, comme un secret précieux que l'on chuchote à l'abri des regards indiscrets. Ils avaient choisi leur maison secondaire au Hampton, un domaine modeste comparé aux standards d'Ethan, mais chargé de souvenirs et de calme. Le jardin, bordé de rosiers blancs et de lanternes suspendues, s'illuminait à la tombée de la nuit sous un ciel étoilé. Le parfum léger du jasmin flottait dans l'air, mêlé au murmure du vent dans les pins. Autour d'eux, une poignée d'amis proches, triés sur le volet, des visages sincères, quelques rares familles, et quelques collaborateurs fidèles. Pas un nom connu. Pas une silhouette que les magazines reconnaîtraient. La cérémonie elle-même fut simple. Une déclaration d'amour prononcée d'une voix tremblante par Ethan, qui avait laissé de côté son costume strict pour un smoking plus détendu. Grace, resplendissante dans une robe de dentelle ivoire, laissait entrevoir ses cicatrices,
son corps marqué mais fier. Son sourire, fragile mais lumineux, témoignait d'une force que peu pouvaient comprendre. Lorsque, sous le voile argenté des lampions, Ethan posa l'alliance au doigt de Grace, ce fut plus qu'un simple geste symbolique, ce fut un engagement contre les vents et les jugements du monde. Pourtant, au-delà de ce cercle protégé, la nouvelle circula vite. Dans les salons feutrés de Wall Street, dans les bureaux aux baies vitrées du centre-ville, dans les dîners mondains de Manhattan, la décision d'Ethan semblait incompréhensible, choquante même. Il avait épousé une femme différente, avec une jambe qui ne lui permettait pas de marcher sans aide. Une femme simple, issue d'un milieu modeste, loin des fastes de la haute société qu'il fréquentait depuis toujours. Certains de ses conseillers, qui voyaient en lui un roi du capitalisme sans faille, se montrèrent critiques, voire méprisants. À voix basse, dans les salons privés, ils murmuraient. « Elle boite, elle n'est pas issue du même monde que nous. Ce mariage est un caprice, un dérapage. Il perd la tête. Il se compromet avec quelqu'un qui pourrait lui coûter sa réputation. » Les commentaires fusèrent, se multiplièrent dans les cercles influents. Certains journaux à scandale envisagèrent d'écrire un article croustillant sur cette union inattendue. Mais Ethan, imperturbable, resta ferme et droit. Face aux regards inquisiteurs, il répliquait simplement, avec une conviction tranquille. « Elle a plus de classe et de force que n'importe laquelle d'entre vous. » Ces mots étaient un bouclier contre la superficialité, une défense vibrante pour celle qui avait déjà traversé l'enfer de la vie. Car derrière cette jambe blessée, derrière ce secret douloureux qu'elle portait seule depuis des années, se cachait une femme au courage immense. Une femme qui avait survécu à la solitude, à la douleur de l'abandon, et qui avait su ouvrir son cœur à l'amour, malgré tout. À ses côtés, Ethan avait enfin trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir, la vérité, la force, l'humanité. Un an plus tard, alors que leur vie semblait paisible, faite de tendresse, de respect et de silence partagé, un événement anodin fit tout vaciller. Ce matin-là, Grace triait son courrier sur la grande table en bois brut de la véranda, là où elle aimait s'asseoir avec un thé aux herbes, entourée du calme des hantons. Parmi les factures, les cartes de remerciements et les catalogues, une enveloppe beige, sans logo, attira son attention. Elle l'ouvrit sans y prêter grande importance. Une lettre manuscrite. D'une ancienne assistante sociale, aujourd'hui à la retraite. Le ton était bienveillant, mais le contenu glaça Grace. L'État procédait à une mise à jour administrative concernant les adoptions fermées des années 2000, à la suite de nouvelles lois sur les droits des enfants biologiques à connaître leurs origines. Un organisme indépendant avait été mandaté pour établir des correspondances entre certaines bases de données génétiques, celles des tests ADN commerciaux et les dossiers d'adoption. Et un nom venait d'apparaître dans cette base. Un nom familier. Un nom qu'elle ne pensait plus jamais croiser dans ce contexte. Ethan Carrington. Le monde de Grace s'écroula d'un coup. Elle lut et relut la lettre. Elle resta là, figée, des heures entières, comme si son cœur refusait de battre trop vite pour ne pas imploser. Non. C'était impossible. Ethan? Son Ethan? Le jeune homme qu'elle avait brièvement fréquenté à Stanford pendant un été où tout semblait flou, irréel? C'était lui, le père biologique de cet enfant qu'elle avait porté dans la solitude et confié à l'adoption après avoir été rejetée de toutes parts? Elle refusa d'y croire. Elle fouilla dans ses vieux cartons, retrouva un agenda défraîchi, des photos floues, des notes oubliées. Tout concordait. La date. Le prénom du garçon qu'elle n'avait jamais revu après leur séparation. Le stage à l'étranger qu'il avait décroché juste après. Elle avait appris sa réussite, bien des années plus tard, dans un article sur les jeunes entrepreneurs prometteurs. Et maintenant, elle avait épousé cet homme. Elle l'aimait. Et il était, sans le savoir, le père de l'enfant qu'elle avait dû abandonner. Pendant 3 jours, elle ne dormit pas. Elle avait des vertiges. Elle hésita à brûler la lettre, à faire semblant. À tout garder pour elle. Mais c'était impossible. Cette vérité, même enfouie, deviendrait un poison. Alors, un soir d'hiver, dans la chaleur feutrée de leur maison, tandis que le feu crépitait dans la cheminée et qu'ils dînaient d'un plat simple, elle posa sa serviette, la gorge nouée. « Ethan, j'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux, souriant. Il s'attendait à une anecdote,
un souvenir, une confession légère. Mais son regard changea en la voyant trembler. J'ai eu un enfant, il y a 20 ans. Un fils. Je l'ai confié à l'adoption. Un silence. Il fronça les sourcils, mais resta calme. Je ne savais pas. Personne ne savait. C'était compliqué. Elle inspira profondément, les yeux brillants. Et, il s'avère que, tu es le père. Ethan resta figé. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin. Il la reposa lentement. Qu'est-ce que tu racontes? C'était toi, Ethan. À Stanford. On s'est perdu de vue. J'ai appris récemment, par une correspondance génétique. Je ne savais pas que c'était toi, jusqu'à cette lettre. Le silence qui suivit fut glacial. Épuisant. Le genre de silence qui avale le souffle. Ethan, bouleversé, ne dit rien. Il ne cria pas, ne frappa rien, ne se leva pas de table. Il resta figé, comme si son esprit avait quitté son corps. Seuls ses yeux trahissaient une tempête intérieure qu'il n'arrivait pas à nommer. Cette nuit-là, il ne rentra pas dans leur chambre. Il prit sa voiture, en silence, sans valise, sans prévenir personne, et roula des heures durant, jusqu'à leur maison isolée au cœur du Vermont. L'hiver y avait posé son manteau de givre, et le silence de la forêt l'enveloppa comme un cercueil de verre. Là, seul face à la cheminée, il revécut ses 20 ans. Cette soirée étudiante, les rires, la légèreté insouciante, et cette fille dont il avait oublié le nom, ou cru l'oublier. Ce n'était pas Grace. C'était une nuit, une erreur sans lendemain, qu'il n'avait jamais racontée à personne. Il n'avait jamais su qu'il avait mis un enfant au monde. L'idée le secoua dans ses fondations les plus profondes. Il, Ethan Carrington, l'homme qui contrôlait des empires, avait un fils qu'il n'avait jamais connu. Un fils que Grace, la femme qu'il aimait, avait porté seule avant de l'abandonner dans une douleur qu'il ne soupçonnait pas. Et au lieu de la haïr, il ressentait un vide, un vertige immense. Comme s'il venait de perdre 20 ans en une seule phrase. Au bout de 3 jours, Ethan fit appel à l'un de ses contacts personnels, un ancien agent du FBI reconverti en détective privé. Il ne lui donna que quelques éléments, la date de naissance, le prénom, et quelques papiers que Grace avait gardés. En quelques jours, le détective lui remit un dossier. Nom, Noah Mitchell. Âge, 20 ans. Lieu de naissance, Boston. Lieu de résidence actuelle, Denver, Colorado. Études, licence en sciences sociales, Université d'État du Colorado. Parents adoptifs, Martin et Diane Mitchell, instituteurs et infirmières à la retraite. Ethan resta des heures à lire ce dossier. Il découvrit des photos de Noah à différents âges. Un garçon au regard doux, à la peau mate, aux cheveux noirs bouclés. Il aimait la lecture, la musique, l'écologie. Il écrivait des articles engagés pour le journal de l'université. Il avait créé une petite association d'aide aux jeunes sans-abri. Ethan sentit une fierté étrange naître en lui. Ce garçon, son fils, était devenu un homme bon, sans lui. Il décida de le voir. Mais pas comme père. Pas encore. Il ne se sentait pas le droit. Il se rendit à Denver, en toute discrétion. Il observa Noah de loin, lorsqu'il sortait de cours, lorsqu'il animait un débat à la bibliothèque, lorsqu'il servait de la soupe dans un centre communautaire. Il était calme, intelligent, modeste. Il ressemblait à Grace dans ses silences, et à Ethan dans ses gestes. C'était troublant. Finalement, un soir, Ethan s'approcha. Il l'aborda devant le campus. « Salut. Tu es bien Noah Mitchell? » « Oui, c'est moi. »« Vous êtes ?» ?»« Ethan Carrington. »« Je suis mécène pour plusieurs associations éducatives. On m'a parlé de ton travail. Je suis curieux de t'écouter. » Noah, méfiant mais poli, accepta l'invitation à boire un café. Ils discutèrent plus d'1 heure. Ethan ne trahit rien. Il parla de philanthropie, de jeunesse, de valeurs. Noah, passionné, parla de justice sociale, de dignité, de son rêve de changer les choses à son échelle. En rentrant à son hôtel, Ethan tremblait. Il venait de parler à son propre fils, et ce fils ne savait rien.
Il ne dormit pas. Le lendemain matin, alors que le soleil hivernal perçait à peine les nuages, Ethan glissa une enveloppe dans la boîte aux lettres de Noah. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, longue, sobre, sincère. Noah. Je t'ai rencontré hier sous un faux prétexte. Je ne suis pas un simple mécène. Je suis ton père biologique. Je ne savais pas. Je n'ai jamais su que tu étais né. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ce que j'avais perdu. Tu n'as aucune obligation envers moi. Je ne veux pas te bousculer. Mais si tu veux me parler, même une seule fois, je suis prêt. Je suis là. Et je ne partirai pas sans te dire que je suis fier de toi, sans même te connaître. Ethan Carrington. Ce soir-là, Noah lut la lettre 20 fois. Il ne dit rien à personne. Il s'assit longtemps dans le noir, les mains tremblantes. Puis il écrivit une simple phrase sur une feuille blanche qu'il glissa dans une enveloppe. Je veux vous revoir. Noah. Et pour la première fois, deux vies brisées par le silence commencèrent à se rejoindre. Une semaine plus tard, Noah prit un vol pour New York. Le cœur battant, le regard à la fois plein d'espoir et de prudence, il se rendit à un café discret situé à 2 pas de Central Park. C'était un lieu simple, avec des tables en bois usé, des vitraux colorés qui tamisaient la lumière d'automne. Grace était déjà là, assise seule à une table dans un coin, les mains crispées autour d'une tasse de thé. Son regard trahissait une nervosité contenue, un mélange d'angoisse et d'espérance. Noah s'approcha doucement, s'arrêta face à elle. Un sourire timide éclaira son visage. « Vous êtes ma mère ?» Elle hocha la tête, les larmes montèrent, embuèrent ses yeux, mais elle ne détourna pas le regard. « Je t'ai porté, je t'ai aimé, et je t'ai abandonné. Je ne me suis jamais pardonné. » Les mots étaient lourds, mais libérateurs. Noah prit une longue inspiration, sentant tout le poids de cette confession s'imposer dans l'air entre eux. Il sortit de sa poche une vieille photo, celle que l'agence lui avait laissée. Une image en noir et blanc, légèrement floue, d'une femme de profil. Elle marchait avec une canne, silhouette fragile mais digne. « J'ai toujours su que j'avais été aimé, » dit-il doucement. « Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. » Les larmes roulèrent sur les joues de Grace. Noah la prit alors dans ses bras, un geste chargé de pardon, d'apaisement et d'amour retrouvé. Ce moment fut suspendu dans le temps, une cicatrice invisible mais guérissante. 1 an plus tard, Noah emménagea à New York pour poursuivre un master en sciences sociales, aidé par une généreuse bourse, financée anonymement par la Carrington Foundation. Ce soutien silencieux lui permit de se consacrer pleinement à ses études et à ses projets humanitaires. Lors d'une grande réception caritative organisée au cœur de Manhattan, sous les lustres scintillants d'un hôtel prestigieux, Ethan prit la parole devant un parterre d'invités triés sur le volet. D'une voix posée, vibrante d'émotion, il déclama. « L'amour ne se mesure pas à la perfection physique, à la richesse ou au passé. Il se mesure au courage de regarder l'autre en face, et de lui dire « Je t'accepte. » Avec ton histoire, tes douleurs, et tes silences. Un silence respectueux s'installa dans la salle, comme suspendu à ces mots. J'ai eu la chance d'aimer une femme comme Grace. Et ensemble, sans le savoir, nous avions déjà créé une vie. Dans l'assistance, Noah se tenait debout, vêtu d'un costume simple mais élégant. Ses yeux observaient ses 2 parents avec une tendresse mêlée d'admiration. L'un était un homme puissant, maître d'un empire. L'autre, une femme au courage indomptable, qui marchait avec une canne, portant en elle une histoire de douleur et de résilience. Mais tous deux lui avaient offert ce qu'aucune fortune ne peut acheter, la vérité, la dignité, et surtout, un amour retrouvé.